Bonsoir. Bonsoir tout le monde de retour. Est-ce que l'image elle est nette? Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis pas trop flou. Non, ça va. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. J-20 avant les élections législatives. Inattendu. Qui aurait pu prédire? Incroyable. Est-ce que vous allez bien? Le compteur quotidien, ouais, c'est ça. C'est ça. J-20, J-19. Bah, les partis politiques chôment pas, hein, parce que à ce que j'ai compris, les premières réunions ont eu lieu aujourd'hui. Du côté du Rassemblement National qui se réunit avec Marion Maréchal pour Reconquête. Alors c'est pas sûr que ce soit pour Reconquête, peut-être que Marion Maréchal va être débauchée. Bref. En tout cas, il y a une alliance à l'extrême droite, c'était attendu. Et à gauche aussi, une réunion a eu lieu au siège des Verts avec les chefs de parti. Possible d'augmenter le son du micro. Ouais, ouais, possible, ouais. Hop, 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 là. Non mais c'est pas celui-là, c'est un micro dynamique. C'est un micro dynamique et on le monte à 72 décibels. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus, normalement c'est mieux. J'ai pas de... Allô, allô? Oui, c'est bon. J'ai pas de compresseur dessus. Euh... Le PS a battu la France Insoumise, la NUPES doit fléchir vers le centre. Alors, ça, c'est le point de vue du Parti Socialiste, qui est arrivé en tête des formations de la gauche avec la liste de Raphaël Glucksmann à 14%. Mais en même temps, c'était un scrutin européen. À la proportionnelle, tu me diras, mais un scrutin européen. Les Insoumis, ils ont quand même réalisé le score de plus de 20% du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, si tu veux, en termes d'équilibre politique nationaux, il y a aussi des arguments pour les insoumis pour dire qu'il ne faut pas de temps renégocier que ça. C'était il y a si longtemps. Est-ce que la donne a tant changé que ça? Oui, en partie. En même temps, moi j'ai entendu sur France Inter ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui allait plutôt dans la direction de... qui allait plutôt dans la direction d'une union sur la base de ce qu'a proposé François Ruffin. François Ruffin qui a pris l'initiative hors parti la France Insoumise, hein, il a pris l'initiative de son propre chef, ce qui est intéressant à noter. Il ne s'est pas concerté avec Jean-Luc Mélenchon, de proposer un front populaire, en référence au Front populaire de 1936. Et pourquoi pas Ruffin Premier ministre? Ah, ça peut faire partie de la discussion. Ça peut faire partie de la discussion parce que la gauche va avoir besoin de se mettre d'accord aussi sur un nom de Premier ministre. C'est pas rien. Je veux dire, l'extrême droite a Jordan Bardella, les macronistes ont Gabriel Attal, la gauche elle a qui? En 2022 c'était Jean-Luc Mélenchon, mais c'était en 2022. Est-ce qu'en 2024 c'est toujours Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce qu'ils vont se mettre d'accord sur un autre nom plus consensuel? Ça pourrait être François Ruffin. Hum. La question, c'est est-ce que ce sera faisable pour quelqu'un de la majorité absolue, ce qui semble loin d'être dit. Ah, ça, on en a déjà parlé hier. On se dirige. Enfin, on l'avait déjà analysé en 2022. On a un paysage politique qui est tripolarisé. On a un bloc de gauche, un bloc macroniste, un bloc d'extrême droite, aujourd'hui. Et c'est probablement ce qu'on va retrouver dans l'hémicycle le 7 juillet prochain. Pourquoi LFI en Premier ministre? LFI en Premier ministre si on considère qu'LFI est la force motrice du Front populaire. On va l'appeler comme ça, mais je ne sais pas si c'est le nom qu'ils vont garder. Le bloc macroniste fond un peu. Le bloc macroniste a fondu en 2022 par rapport à 2017, oui.
il risque encore de fondre. Ça, je suis assez définitif là-dessus. Je pense que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a exprimé ses désaccords avec la dissolution, elle est assez consciente du fait qu'elle ne va pas rester présidente de l'Assemblée nationale. À mon avis, les macronistes vont se prendre une tôle aux élections législatives. Question, est-ce que cette tôle bénéficiera au RN ou est-ce que ça bénéficiera à la gauche? Si les macronistes perdent à l'Assemblée, il leur reste quoi politiquement? Rien. Il leur reste l'Élysée, ce qui est une force non négligeable. Mais l'Élysée en cohabitation, c'est que dalle. Le pouvoir du président de la République en cohabitation, il est réduit à peau de chagrin. Si la gauche ne parvient pas à s'allier, à qui vont aller les sièges potentiellement perdus? Bah, soit aux macronistes, soit au Rassemblement national. Ça dépendra des circonscriptions. Ça dépendra des seconds tours. Est-ce qu'il a pris sa décision tout seul, Macron, avec ses conseillers proches? Je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Je sais pas avec qui Emmanuel Macron s'est concerté pour prendre cette décision. Il y en a qui essayent de se convaincre que c'est une décision qui a été prise de long terme. J'y crois pas trop. Je sais pas. Ça reste un gros mystère hein, pour moi, cette décision d'Emmanuel Macron. Hein. Je continue à penser que c'est une grosse connerie. Et peut-être qu'il a pris cette décision sur un coup de tête. Il s'est concerté avec Bruno Roger Petit selon Le Monde. Oui, bon, c'est conseillé quoi. Oui, il a dû discuter avec Alexis Collère aussi, puisqu'on en est là. Aucune chance que la gauche s'unisse. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Il y a trop de fierté et de guerre d'écho entre JLM, Fort, etc. Bah non, regarde, la gauche s'est unie en 2022 alors que la situation était très similaire. Hein. Question, le prochain Baxit est censé être le dernier de la saison, c'est techniquement faisable, souhaitable de pousser jusqu'aux législatives ou c'est mort? C'est faisable, c'est souhaitable, mais ça dépendra de vos dons. Parce que si l'émission de jeudi prochain est censée être la dernière de l'année, c'est parce qu'on n'a pas plus d'argent pour faire plus d'émissions. Et donc comme je vous ai dit, un épisode de Baxit, ça coûte 15 000 euros à produire. Donc si vous faites des dons, j'ai vu qu'il y en avait eu hier d'ailleurs, si vous faites monter cette barre de dons, il y a moyen qu'on réussisse à aller jusqu'à à proposer. Enfin, nous, ce qu'on voudrait en fait, je me suis concerté avec mes coproducteurs tout à l'heure, on voudrait vous proposer 2 nouvelles émissions Baxit en plus de celle de jeudi. Euh, une après le premier tour et une après le second tour des législatives, pour analyser tout ça. Donc, mais ça dépendra de l'argent qu'on a. Est-ce que c'est possible d'avoir un débrief rapide de comment se passent les législatives? Les élections législatives se déroulent en 2 tours de scrutin. Le premier tour aura lieu le 30 juin, le deuxième tour aura lieu le 7 juillet. Et tu pourras voter pour des candidats ou des candidates au poste de député. Et pour se maintenir au second tour, c'est pas comme à la présidentielle où il suffit d'arriver premier ou deuxième. Pour se maintenir au second tour, il peut y avoir 3 ou 4 candidats au second tour aux législatives. Pour se maintenir au second tour, il faut avoir réuni plus de 12,5% des inscrits au premier tour. Donc le taux de participation à l'élection compte pour beaucoup. Macron a le droit de décider seul de dissoudre l'Assemblée. Oui, c'est un pouvoir propre du président de la République, la dissolution. Il peut décider tout seul. C'est seulement pour la présidentielle qu'il y a 2 semaines entre les 2 tours. Bonne question. Bah non, ça dépend des décrets de convocation. Rappelle-toi, les municipales, entre le premier et le second tour, il y a eu le Covid. Donc il y a eu genre 7 mois, je crois, un truc comme ça. Des retours de la part des membres de la Macronie? Non, moi tout ce que j'ai entendu du côté des macronistes, c'est
qui défendent la décision du chef de l'État de s'en remettre au peuple, et qui sont combatifs pour aller gagner les élections. Voilà. J'ai pas, j'ai pas entendu des retours fracassants. Si, encore une fois, il y a Elbron Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision. Gabriel Attal également, apparemment, était pas chaud. En même temps, Gabriel Attal, il a bien compris, il est pas con, il a bien compris que dissolution, ça veut dire qu'il va perdre son poste de Premier ministre, en tout état de cause. Est-ce que c'est possible une union sans LFI? Union de la gauche, tu veux dire, sans LFI? Bah, tout est possible, mais si LFI est cette hypothétique union de la gauche, donc, selon toi, ce serait le PS, les écolos et les communistes, ils vont se gêner dans les circonscriptions avec les LFI. Ils risquent de perdre beaucoup de circonscriptions du simple fait qu'il y aura des candidats en face d'eux du même camp. Enfin, du même camp, proche, la gauche. Donc c'est... Tout le monde va dans le mur avec ça. Personne n'y a intérêt. Est-ce que c'est possible que le PS et les Républicains reviennent comme avant Macron? Non. Enfin, non, 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 non. Non, parce que depuis l'avant Macron, il y a quand même eu 3 forces politiques majeures qui ont pris du poids. C'est le RN, Renaissance et la France Insoumise, qui n'existaient pas avant, ou très peu, qui étaient marginales. Et ces forces politiques-là vont pas disparaître. Pas tout de suite, ça prend du temps, enfin, tu vois. Est-ce que tu crois à l'idée qui circule d'un débat Macron-Le Pen? Oh. Non, j'y crois pas. Je pense que Le Pen refusera. Euh, Macron peut dissoudre combien de fois l'Assemblée et tous les combien de temps? Il ne peut pas dissoudre dans l'année qui suit les élections législatives. Dit autrement, il peut dissoudre une fois par an. Mais la dissolution, c'est... en principe, c'est un constat d'échec parlementaire. Effectivement, si on se retrouve le 7 juillet avec une Assemblée nationale tripartisée, tripartitionnée, avec une impossibilité de dégager une majorité par des coalitions et des alliances, bon, bah, Macron pourra peut-être éventuellement, oui, redissoudre. Mais le problème, c'est que c'est juste renvoyer à demain le même problème. Est-ce que Ruffin peut faire une alliance sans Mélenchon? Non. Non, parce que celui qui dirige le parti, c'est Manuel Bompard, et que Manuel Bompard, il est proche de Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin n'a pas la main sur le parti. Donc il n'a pas la main sur les investitures, donc il n'a pas la main sur les négociations. Tu crois pas qu'à terme on va s'américaniser, on va tomber dans le bipartisme? Non, on a déjà connu le bipartisme par le passé. Mais ça empêchait pas des forces d'appoint d'exister. Pendant très longtemps, on avait un gros parti de droite et un gros parti de gauche. Et puis on avait des plus petits partis, mais qui faisaient des coalitions. Il y a le Parti communiste, qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas changé. On a les centristes. Il y a eu l'UDF, les radicaux, et l'extrême droite, qui existe depuis les années 70. Ruffin est à la France Insoumise. Oui, François Ruffin est à la France Insoumise, oui. Mais il n'est pas le dirigeant du parti. Le délai pour faire campagne pour les élections législatives est très court. Ah, mais il n'y aura pas de campagne, hein. Enfin, il n'y aura pas de campagne. Si, 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 si. Il y aura des émissions télévisées, il y aura des distributions de tracts, et il y aura quelques meetings, mais pas beaucoup.
Une alliance avec comme tête de liste Glucksmann, c'est possible, tu penses, et peut-être plus stratégique. Alors, il n'y a pas de liste aux élections législatives. Il n'y a pas besoin d'avoir une tête de liste. Il n'y a pas non plus besoin d'avoir nécessairement le nom d'un Premier ministre, mais c'est quand même mieux pour faire campagne. C'est plus lisible pour les électeurs. Est-ce que Glucksmann peut être la tête de ce truc-là? Non, je ne crois pas, puisque les insoumis ne le souhaitent pas. Alors vous me direz, ça marche aussi dans l'autre sens. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut être la tête de liste? Bah non, je ne le pense pas, parce que les socialistes ne le souhaitent pas. Après, il faut discuter. Il faut négocier. Olivier Faure existe encore. Olivier Faure est à la tête du premier parti de gauche de ce pays, si l'on en croit les résultats de dimanche dernier. Donc oui, il existe encore, il va bien. Et Glucksmann est député européen maintenant. Oui, enfin tu remarqueras que Jordan Bardella, ça le gêne pas pour être candidat au poste de Premier ministre. Le Rassemblement national a annoncé que s'il remportait les élections législatives, ce serait Jordan Bardella qui serait Premier ministre. Le fait qu'il soit député européen... D'ailleurs, je le rappelle, le Premier ministre n'est pas nécessairement député. Hein. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoirement un député, le Premier ministre. On suppose que c'est mieux puisque le Premier ministre incarne la majorité à l'Assemblée. Donc c'est quand même logique s'il est issu de l'Assemblée. Ça paraît cohérent, mais c'est pas obligatoire. Rappelez-vous Jean-Pierre Raffarin, il a été nommé Premier ministre, il était sénateur, il n'était pas député. Est-ce qu'Olivier Faure pourrait être le candidat de ce potentiel Front populaire? J'en sais rien. En fait, il faut essayer d'imaginer un scénario dans lequel les insoumis accepteraient de se ranger derrière un socialiste. Quand on connaît l'histoire de la France insoumise, eh bon, c'est une histoire qu'on a déjà vue être torsadée par les événements. Ruffin est le plus consensuel, je trouve. Ruffin a le mérite d'être identifié par une bonne partie de la population, c'est vrai, et d'avoir, je crois, des opinions positives assez largement partagées par beaucoup d'électeurs de gauche. Donc ça va dans le sens de Ruffin. Est-ce que Ruffin le souhaite? Est-ce que les autres le souhaitent? Je ne sais pas. Une primaire à venir? Ah non, il n'y aura pas de primaire, non. Non, non. Non, sinon il y a une possibilité, c'est que les gens de la NUPES, constatant qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur le nom d'un candidat, décident de préférer quelqu'un de consensuel qui appartient au camp social. Un syndicaliste, un truc comme ça. Merci Sissou pour les 5 subs offerts. Quel intérêt pour Macron d'avoir dissous? Aucun. Je suis désolé, je n'arrive pas à voir les intérêts de Macron à dissoudre. Tiens, alors, il y a une vidéo d'Ouest France que j'ai envie de regarder parce que, apparemment, c'est quelqu'un qui dit que Macron n'avait pas d'autre choix que de dissoudre. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Dimanche soir, Emmanuel Macron savait que le bilan des urnes au soir des européennes allait être mauvais pour lui. La campagne de Valérie Hayé n'a pas décollé et celle de Jordan Bardella était très haute. En plus de ça, depuis 2002, Emmanuel Macron doit affronter une majorité relative à l'Assemblée nationale et un chaos quasi constant. On l'a encore vu ces derniers temps avec ce fameux drapeau palestinien brandi par un député de l'OGU de la France insoumise. Donc voilà, il était dans une impasse. Il n'y a pas eu de chaos.
Alors, il dissout l'Assemblée nationale parce qu'effectivement, depuis 2 ans, il n'a pas de majorité absolue dans l'hémicycle. On voit bien qu'il gouverne que par 49-3, donc c'est pas tenable. Et beaucoup de députés n'approuvent plus ce mode de fonctionnement et demandent à être vraiment associés aux décisions. Donc, il ne pouvait pas faire autrement que de dissoudre. À un moment, on aurait pu imaginer qu'il dissolve l'Assemblée à l'automne, au moment du vote du budget, mais il a préféré un peu prendre tout le monde de court juste avant l'été. Une manière aussi peut-être de se garder des chances en main de pouvoir avoir une majorité importante à l'Assemblée, mais rien n'est assuré. Le pari de dissoudre l'Assemblée est forcément audacieux parce qu'on est dans la ligne droite des européennes, donc la lancée des électeurs RN va se poursuivre. Emmanuel Macron parie sur une gauche désunie. On le voit effectivement depuis quelques heures, la gauche essaye de créer une sorte de front populaire entre le PC, le PS, les écologistes et LFI, mais à gauche, notamment au PS, on ne voit pas d'un bon œil le retour de Jean-Luc Mélenchon. Donc on préfère faire une alliance de François Ruffin à Bernard Cazeneuve, mais sans Jean-Luc Mélenchon. Mais les Insoumis veulent peser sur ce scrutin législatif et veulent imposer leurs règles. Donc la gauche s'attend à vivre des heures difficiles dans la perspective d'une union. Pareil pour LR, parce qu'effectivement la Renaissance aimerait nouer une alliance avec LR, mais les Républicains ne sont pas prêts à la nouer. Et le RN, lui, cherche lui aussi à faire une alliance très large avec ce qu'ils appellent les patriotes. Donc il lorgne du côté de Reconquête, voire même, Sébastien Chenu en parlait ce lundi matin, d'une union avec des patriotes de gauche. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, mais lui, il parle de cette union vaste des patriotes. Difficile de savoir qui va tirer son épingle du jeu de cette législative, parce que donc, ça va se dérouler dans quelques semaines. C'est une campagne express, 3 semaines. Donc effectivement, la gauche essaye de peser, mais elle est désunie. Renaissance essaye, se dit, bon, après les européennes, peut-être que l'électrochoc des électeurs va nous permettre d'avoir plus de députés. Mais au sein des militants, on n'y croit pas. Comment on peut faire un pari si risqué avec 3 semaines de campagne et avec un électorat RN sur sa lancée? Oui, bon, j'ai pas appris grand-chose. Non, le seul argument, mais il l'a pas utilisé, qui justifierait potentiellement le recours à la dissolution par Macron, c'est la crainte d'une motion de censure au moment du vote du budget à l'automne prochain. Donc Emmanuel Macron aurait voulu précipiter le calendrier en comptant, effectivement, il a raison, sur la démobilisation de la gauche. Pas seulement la désunion, la désorganisation. La démobilisation, pardon. Il veut surtout se déresponsabiliser du fait qu'il a un rôle important dans la montée du FN et un bilan catastrophique. Mais c'est pas comme ça qu'il le voit lui. Si on donne suffisamment à Backseat, il y a moyen de rallonger la saison 2. Ouais, il y a moyen. Si vous donnez assez à Backseat, il y a moyen qu'on rallonge la saison 2 en rajoutant des émissions aux alentours de l'élection législative, justement, des législatives. Est-ce que les législatives vont pas éradiquer les petits partis, étant donné le peu de temps pour s'organiser en interne, candidats, financement, etc. Non, ça va pas changer grand-chose, puisque les petits partis, de toutes les manières, quel que soit le délai de présentation des candidats, même s'ils avaient plus de temps, ils n'existeraient pas beaucoup plus. Le mode de scrutin majoritaire par circonscription fait que les petits partis, ils n'existent pas dans les législatives. Donc les petits partis, ils existent dans les scrutins de liste, les européennes, les régionales, quelques municipales.
Mais, mais non, non. Est-ce que tu crois à la théorie de Salomé Saké selon laquelle Macron aurait fait ça pour que l'extrême droite accède au pouvoir et se ridiculise par leur incompétence? Non, je ne crois pas à cette théorie. Je ne crois pas à cette théorie, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune cohérence, ça n'a aucune logique. On ne donne pas... En politique, on mène des combats politiques pour appliquer ses idées, autant que possible. On file pas le pouvoir au camp d'en face pour voir ce que ça donne. Enfin, personne fait ça, ça n'a pas de sens. Euh, C'est pas Game of Thrones, ouais, c'est ça. À moins que Macron a des intérêts à faire ça. Quel intérêt a Macron à filer le pouvoir au RN? Macron n'a aucun intérêt à filer le pouvoir au RN. Il n'est pas d'accord avec le RN, il ne mène pas leur politique, il ne souhaite pas les voir accéder au pouvoir. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il a reçu, il y a 48 heures, Volodymyr Zelensky aux commémorations du débarquement. Il s'est engagé à livrer des Mirage 2005 aux Ukrainiens. C'est pas pour filer le pouvoir à Marine Le Pen qui va évidemment retirer les Mirages à Zelensky. Enfin, c'est... Technique du pompier pyromane. Non mais c'est ça. Est-ce que l'extrême droite faisait partie de la majorité relative de Macron à l'Assemblée nationale? Non. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'Emmanuel Macron ne l'argumente pas beaucoup, sa dissolution, hein. Dans son message dimanche soir, là, son allocution, c'était très... C'était très court. Il n'a pas beaucoup expliqué. Il a dit, je m'en remets au peuple, je m'en remets à vos suffrages, je sais plus comment il l'a dit, mais il a pas beaucoup argumenté. Il va falloir qu'il s'exprime, Macron, là, dans les semaines qui viennent. Il y a un petit bruit métallique quand ton micro s'ouvre. Ouais, je sais, je l'entends aussi. Mais c'est vous qui m'avez demandé d'augmenter le gain de mon micro. Il va falloir que je trouve un réglage parce que ça me hurle dans les oreilles, là. En plus, je suis malade en ce moment, j'ai attrapé la crève. Ugh. Est-ce que c'est la fin de la Macronie, tu penses? Oui. Oui. Je ne vois pas les macronistes être majoritaires à l'Assemblée nationale. J'avoue, j'y comprends pas grand-chose à ce move. Mais moi non plus, hein. Si Macron démissionne durant son mandat, est-ce qu'il peut se représenter en 2027? Non. Non. C'est une légende, ce truc-là. C'est une légende qui a pour origine un article qui a été écrit par Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, dans lequel il fait cette hypothèse, dans une forme de fiction, en s'appuyant notamment sur une jurisprudence du Conseil d'État qui a autorisé une nouvelle candidature à la tête d'un exécutif local en Polynésie, je crois, avec une interprétation extensive d'une règle de cumul de mandat, de non-cumul de mandat. Mais la Constitution est claire, le président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Un mandat interrompu en cours de route par une démission reste un mandat. Je sais que c'est une légende qui traîne beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus, qui ont fait des threads, etc., en disant « Ouh là là, Macron peut se représenter ?» Non. La réponse est non. Euh, c'est une question de droit public en l'occurrence, de droit constitutionnel. Quand on se pose une question en droit, on fait toujours la même chose. On commence par regarder dans les textes. Quand les textes sont silencieux, on regarde dans la jurisprudence. Quand la jurisprudence est silencieuse, on regarde dans la doctrine. Et la doctrine, en l'occurrence, elle s'est exprimée à plusieurs reprises. Il n'y a aucune chance que le Conseil constitutionnel autorise
un président à faire 3 mandats successifs, sous prétexte qu'il y aura une démission en cours de route. C'est quoi une dissolution? Une dissolution, c'est l'organisation de nouvelles élections législatives pour élire des députés. Donc tous les députés qui étaient élus jusqu'à aujourd'hui sont virés, tous. Là, ils vont devoir faire leur carton. Et il y aura de nouvelles élections qui vont avoir lieu le 30 juin prochain. Est-ce que la démission de Macron nous pend au nez? J'en sais rien. J'en sais rien. La question se pose effectivement, si le Rassemblement national remporte les élections législatives, est-ce qu'Emmanuel Macron présentera sa démission, estimant qu'il a été désavoué par les urnes? Pourquoi avoir laissé si peu de temps pour de nouvelles élections? Parce qu'Emmanuel Macron a voulu prendre tout le monde de court. Il estime que, en allant vite, ça lui sera plus favorable. Je sais pas comment il fait ses calculs dans sa tête, mais je quitte la France et c'est déjà le boxon, les gars. Malek, faut que tu reviennes, on a besoin de toi. Dans les négos du PS, là. Est-ce que les députés licenciés touchent des indemnités s'ils sont pas réélus? Non. Non, non, non. L'élection législative n'est-elle pas plus difficile pour le RN que les européennes du fait du système de proportionnel? Alors, c'est une bonne question que tu poses, puisque ça a été vrai pendant longtemps, mais ça ne l'est plus. Pendant longtemps, on a estimé que le scrutin majoritaire, par circonscription, était un bon rempart contre le RN. Parce qu'au bout du bout, le système de vote, barrage, etc. permettait toujours aux partis plus puissants de confirmer des sièges, et le RN se faisait systématiquement baiser. Les rares fois où le RN arrivait à qualifier un candidat pour le second tour d'une élection législative, il se retrouvait au second tour en truc à 3 là, j'ai oublié. Et il se faisait baiser par l'un des deux candidats en face. Triangulaire, merci, pardon, triangulaire, c'est ça le mot. Donc pendant longtemps, on disait ça, on disait le scrutin majoritaire, c'est une bonne protection. Pareil pour la présidentielle d'ailleurs. Hein. La présidentielle fait que si le RN arrive au second tour, le candidat ou la candidate face au RN remportera les voix de toutes les personnes qui ne veulent pas du RN. Donc ça marche bien. Typiquement Emmanuel Macron qui a été élu 2 fois comme ça. Sauf que les choses ont changé. Les choses ont changé, le monde a changé, la France a changé, le rapport aux élections a changé, l'image du RN a changé. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, le RN réussit à gagner des élections au scrutin majoritaire. Pas encore la présidentielle, je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Des élections législatives, elle a réussi à le faire, plusieurs dizaines. Donc, je vous invite à ne pas trop faire confiance au mode de scrutin. Non, le mode de scrutin n'est pas un bon élément de barrage au Rassemblement national, ce n'est plus vrai. Ça l'a été, ça l'est plus. Dans l'hypothèse où Macron démissionne, ça se passe comment après? Eh ben, on fait une nouvelle élection présidentielle. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, je sais plus, la Constitution prévoit la durée, le délai. Je sais plus combien c'est. Si Macron a une minorité à l'Assemblée et que la gauche l'emporte, quelle politique sera utilisée? Eh bien, si la gauche a une majorité, c'est la gauche qui gouverne. C'est le principe du fait majoritaire. Vous voulez gouverner la France? Il faut que vous ayez une majorité de députés avec vous. C'est tout. Démerdez-vous. Coalition, pas coalition, élection, vous démerdez. Il faut que vous ayez une majorité de députés. Ah, pardon. Est-ce que le nouveau président peut redissoudre ou il y a toujours le délai d'1 an? C'est une bonne question. Je sais pas. Et le Sénat dans tout ça? Le Sénat n'a rien à voir avec la dissolution. La dissolution ne concerne que l'Assemblée nationale, le Sénat continue à siéger. Le Sénat est autonome et indépendant de l'Assemblée nationale.
Et le Sénat est indépendant de l'Élysée. L'Élysée ne peut pas dissoudre le Sénat. Est-ce que je peux me présenter aux élections législatives ou est-ce qu'il me faut un passif politique? Non, tu peux te présenter aux élections législatives sans passif politique. Je t'invite néanmoins à te dépêcher, parce que tu as jusqu'à vendredi pour déposer ta candidature en préfecture et trouver un mandataire financier et trouver une banque qui accepte de te prêter de l'argent pour financer ta campagne. C'est bien le président du Sénat qui gère les affaires en cas de démission du président de la République en exercice. Ouais, le président du Sénat assume l'intérim. Dimanche dit le décret, pas vendredi. Ah, le décret est sorti, ça y est. Le décret a été publié. Ok, bon, bah si le décret a été publié et qu'il dit dimanche, alors c'est dimanche. C'est bon, t'as 2 jours de rab. Enfin, dépêche-toi quand même. Mais c'est pas une blague, hein, ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des candidats, là, ils sont en train de... On est quel jour? On est lundi. Il est 18h43. Il y en a demain matin, ils ont rendez-vous au Crédit Agricole du coin, hein, pour discuter d'un prêt pour la campagne. Alors, l'intérêt d'un prêt pour les élections, c'est que vous pouvez gager sur le remboursement futur de vos frais de campagne par l'État. Donc, la banque, c'est pas un prêt très risqué si vous avez des chances de faire un bon pourcentage. Parce qu'il faut que vous fassiez le pourcentage qui vous permet d'avoir un remboursement de vos frais. Il faut prévoir combien de budget minimum? Je sais plus. Peut-être que quelqu'un a la réponse dans le chat. Quel est le montant du plafond de dépenses d'un candidat aux élections législatives? Je sais plus. 10, 20 000 balles? Je sais plus. 30 000 euros en moyenne? Pour des législatives? Ok. Et le plancher? Il n'y a pas de plancher, hein. Tu peux dépenser zéro, mais enfin, si tu dépenses zéro, t'auras pas d'affiche, t'auras pas de bulletin. D'ailleurs, vous avez vu dans vos bureaux de vote dimanche dernier, il y avait des bulletins qui manquaient. Bah ça, c'est les partis politiques qui n'ont pas fourni de bulletins, parce que les bulletins doivent être fournis par les partis. Ça coûte des frais d'impression, qui vous sont remboursés après, si vous avez fait un bon score. J'ai vu qu'on pouvait faire des prêts aux partis, genre ils remboursent après. Ah oui, on peut faire des prêts aux partis politiques. Comment tu crois que Marine Le Pen, elle a financé le RN? Elle est allée voir Poutine, il lui a fait un prêt. Est-ce que t'as vu le communiqué de PS Place Publique? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Convoi de sable de l'épisode de jeudi. Ah oui, ok, d'accord. Bien vu. Alors, communiqué de presse. Olivier Faure et Aurore Laluc. Aurore Laluc qui était sur le plateau de Brexit. Le scrutin du 9 juin a révélé un séisme. Le bloc d'extrême droite a atteint un score totalement inédit avec 40% des suffrages. L'extrême droite n'est plus aux portes du pouvoir, elle a déjà glissé un pied dans la porte. Le désaveu du président est sans précédent. Le parti d'Emmanuel Macron réalise un score plus de 2 fois inférieur à celui du RN, alors même que le président de la République a été élu et réélu pour lui faire barrage. Désormais, les macronistes ne sont plus en mesure de faire échec à l'extrême droite. Désormais, seule la gauche est en mesure de proposer un espoir alternatif à la condition de son rassemblement. Le moment est particulièrement grave. Emmanuel Macron prend le risque avec cette dissolution d'une France gouvernée par l'extrême droite xénophobe, anti-européenne et poutinophile dans moins d'un mois.
Le moment de bascule de notre histoire impose à chacun de tenir tête, nous les premiers. La liste PS Place Publique conduite par Raphaël Glucksmann, sortie nettement en tête de la gauche, porte désormais une responsabilité particulière pour réunir un véritable front populaire unissant les formations de gauche et de l'écologie, comme les forces sociales et syndicales du pays, dans les formes qui restent à inventer et un cap clair. Pour éveiller l'espoir et porter l'alternative, voilà le cap clair que nous énonçons. Bon, là ils font une liste à la Prévert de trucs. Oui, non, il me dit rien ce communiqué de presse. Il dit rien d'intéressant. Oui, c'est un communiqué de presse pour dire oulala, on a une responsabilité historique. Voilà ce qu'on a envie de faire. Abrogation de la réforme de retraite, annulation de la réforme de l'assurance chômage, taxer les super profits, accélérer la transition écologique, lutter pour l'égalité femmes-hommes. Oui, bon, d'accord. Front populaire quand même. Oui, ils reprennent le mot Front populaire, mais c'est un mot qui a été lâché dans le débat public par François Ruffin. Ils se positionnent en meneur d'une coalition quand même. Mais c'est normal, c'est un communiqué de presse, ça sert à ça. C'est normal, les partis politiques montrent les muscles avant la négociation pour dire oh là là, regardez, on pèse pas rien, c'est hyper important, on a la responsabilité du rassemblement et tout. Classique. Y a rien de. C'est vraiment un communiqué à la PS. Ouais, et les filles font les mêmes. Hein. On les connaît. Hein. Comment tu changes les choses, toi, Jean? Je pense que la gauche va faire alliance. Je pense que ça va grincer, que ça va gratter, que d'ici à dimanche, la tension va monter, que la gauche va faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire s'insulter sur Twitter, et qu'au final, il y aura une alliance, il y aura une NUPES 2, qui s'appellera peut-être Front Populaire, je sais pas. Et je sais pas s'ils reporteront beaucoup de circonscriptions, beaucoup plus de circonscriptions que celles qu'ils ont déjà. Ça va négocier dur. Ça va négocier dur, et c'est normal. Et c'est pas plus. C'est pas plus difficile que dans les années 80, à l'époque où l'URSS existait encore. Hein, vous savez, quand le programme commun a été négocié dans les années 70, le Parti communiste, il faisait encore allégeance à Moscou. Hein. C'est quand même pas facile. Hein. Bon, bah ils ont réussi, alors bien la preuve que c'est faisable. Est-ce que LFI ne doit pas être éjecté de cette alliance pour la rendre plus saine? En fait, tu réfléchis par passion, alors qu'il faut réfléchir par raison. La question, c'est pas est-ce que tu as envie qu'LFI soit dedans ou pas. La question, c'est est-ce que tu peux te le permettre, politiquement. Est-ce que tu as un intérêt stratégique à ce que des candidats à LFI soient contre tes candidats à toi dans les circonscriptions? Est-ce que c'est un luxe que tu peux te permettre? LR pense vraiment pouvoir faire cavalier seul. Il semblerait. Il semblerait que les Républicains soient partis pour faire cavalier seul. Je vois pas d'alliance avec les macronistes. Je vois pas d'alliance avec le RN non plus. Pour une bonne partie des Républicains en tout cas. Euh, Il semblerait que les Républicains souhaitent continuer sur la ligne d'autonomie qui est celle d'Éric Ciotti, qui est celle de François-Xavier Bellamy. LR plus Modem, ah non, c'est hors de question. Ça, le Modem refusera toujours. Le Modem, historiquement, c'est un centre indépendant. C'est un centre qui refuse l'alliance avec la droite. Alors c'est peut-être le dernier parti qui fera alliance avec LR, c'est bien le Modem. Il y a un risque de débauchage de LR par le RN.
Peut-être, pour quelques cadres, pour quelques députés, c'est possible. Oui, c'est possible. Si le Rassemblement national arrive majoritaire, ou presque, aux élections législatives, peut-être qu'ils promettront quelques postes de ministres à des députés LR qui seront bien contents de choper la balle au bon. Et qui se diront que on peut renier De Gaulle si c'est pour un siège de ministre. Est-ce qu'il y a un vrai monde où le RN gagne les législatives? Oui. Oui, oui. Il y a un vrai monde où le RN remporte les élections législatives du 30 et du 7. Du 30 juin et du 7 juillet. C'est possible. Il y a 577 députés. Ils ont besoin d'avoir 289 députés pour être majoritaires. Ils peuvent le faire. C'est possible. Comment ça se passe en cas de motion de censure à l'Assemblée lors d'une cohabitation? Ça se passe de la même manière qu'hors cohabitation. Ça ne change rien. Le fait qu'il y ait une cohabitation avec le président de la République ne change rien au fait qu'il peut y avoir une motion de censure adoptée par les députés contre le gouvernement. C'est pas l'Élysée qui est touché par une motion de censure, c'est le gouvernement, c'est le président. Ça, c'est le Premier ministre, pardon. Comment sont définies les circonscriptions? Les circonscriptions, elles sont définies par bassin de vie, par nombre d'électeurs. Le but du jeu du découpage électoral étant que ce soit à peu près homogène, qu'il y ait autant d'électeurs dans les circonscriptions, avec aussi un truc qui est rajouté par-dessus, c'est qu'il y a un nombre minimum de députés par département, parce que les départements les plus ruraux risquent de se retrouver avec un seul député pour tout le département. Et on préfère qu'il y en ait au moins deux ou trois. Donc du coup, voilà, tous les députés ne représentent pas la même quantité de personnes, mais on essaie que ce soit au moins homogène, en tout cas circonscriptions proches les unes avec les autres. Il n'y a pas de gerrymandering en France. Très peu. C'est marginal, c'est très encadré par la loi et par le Conseil constitutionnel qui veille au grain. Donc le gerrymandering, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art et la manière du découpage électoral perfide aux États-Unis, où ils ont des circonscriptions découpées n'importe comment de manière à favoriser un électorat blanc par rapport au noir et tout. Bref. Là aussi, c'est des siècles d'histoire héritée. La question, c'est que c'est s'il y a motion de censure alors que le PR ne peut pas dissoudre. Et bien à ce moment-là, il y a motion de censure. Qu'est-ce que ça change? Pas besoin de dissoudre après une censure. Hein. Tu nommes un nouveau gouvernement avec la même majorité. Faut juste trouver une nouvelle majorité peut-être. Hum. À quoi sert le président quand le Premier ministre n'est pas du même bord? Très bonne question. À quoi sert le président lorsque le Premier ministre n'est pas du même bord? Il préside les conseils des ministres, mais c'est pas sa politique à lui qui est menée. Il dirige l'armée, ce qui reste chef des armées. Il a un rôle important en diplomatie, en représentation. Et il ratifie les lois. Il continue à avoir sa responsabilité de clé de voûte des institutions. Il continue à nommer des membres du Conseil constitutionnel. Il a un pouvoir de nomination qui est non négligeable. Mais on va pas se mentir, en cohabitation, le président de la République fait plus grand-chose. Hein. Il n'a pas de droit de veto, non. Est-ce qu'il a le droit de ne pas ratifier des lois? Non. Tu penses pas que les réserves de voix du RN est limitée? Seulement 380 000 voix de moins qu'au premier tour de la présidentielle en 2022, ça semble être un chiffre incroyable pour une élection européenne. La question n'est pas tant de la réserve de voix que
La question n'est pas tant de la réserve de voix que de la répartition par circonscription. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que les élections européennes et les élections législatives, c'est pas le même mode de scrutin. Et du coup, ça change quand même pas mal. Les élections européennes, c'est un scrutin en un seul tour, à la proportionnelle, au niveau national. Les élections législatives, c'est un scrutin majoritaire par circonscription, à 2 tours. Donc, tu as aussi, par exemple, un enjeu non négligeable de répartition territoriale de tes votes. C'est important de faire des bons scores partout. Si tu n'es bon que dans les villes, tu n'auras pas de majorité. Si tu es bon que dans les campagnes, tu t'en rapprocheras un peu plus, mais tu risques de ne pas avoir de majorité. Pour le coup, la carte des européennes, c'est un monochrome RN, donc ça annonce du bon pour eux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le Rassemblement national est arrivé en tête dans 93% des communes françaises. Dans 93% des communes françaises, le RN est arrivé en tête des élections européennes. C'est une data qui est importante. Elle montre effectivement que le RN réussit à faire des bons scores dans les villes, dans les campagnes, au bord de la mer, dans la montagne, un peu partout. Justement, en cas de présence du RN au second tour, est-ce qu'on ne va pas encore avoir un barrage républicain? Alors ça, c'est une très bonne question. Quelle va être la stratégie de second tour des candidats face au RN? Autre manière de poser la question, qu'est-ce que les électeurs sont prêts à faire pour ne pas avoir le RN? Est-ce que les électeurs de gauche sont prêts à voter pour des macronistes pour empêcher l'arrivée du RN au pouvoir? Est-ce que les macronistes sont capables de voter pour des candidats LFI pour empêcher l'arrivée du RN au pouvoir? Est-ce que les gens vont se mobiliser? Est-ce que les gens vont voter? Ou est-ce qu'il n'y en a pas qui vont préférer s'abstenir plutôt que d'avoir à faire ce choix cornélien? LFI est mieux que le RN pour toi? Oui, bien évidemment. Je vois beaucoup de noms. Bah, c'est... Vous avez la réponse. Est-ce que le barrage au Rassemblement national continue à fonctionner? La réponse est de moins en moins. Ça a fonctionné à plein pendant des décennies. L'arc républicain, le front républicain contre le front national. Ça a fonctionné pendant des décennies, aujourd'hui ça fonctionne plus. Les gens ne vont plus voter. Les électeurs LFI ne vont pas voter pour un électeur macroniste, pour un candidat macroniste. Même si c'est le seul truc à faire pour éviter que le RN arrive au pouvoir. Ils préfèrent ne pas y aller. Les macronistes ne vont pas voter, plutôt que de voter pour un candidat insoumis face au RN. Ils préfèrent rester chez eux. Ou voter blanc. LFI a préféré taper sur le PS que de se frotter à l'extrême droite, il est là le problème. Ouais, regarde, le PS est en train de taper sur LFI plutôt que de s'opposer à l'extrême droite, donc bon, j'ai envie de dire, les torts sont partagés. C'est la même chose que ce qu'on a vécu à la présidentielle, je vous rappelle. Une campagne pendant laquelle les socialistes et les insoumis se mettent sur la tronche sur Twitter pendant toute la campagne. Du harcèlement, des injures, etc. Pour bien démotiver le plus d'électeurs possible. Et ensuite, une fois que la défaite est consumée, rassemblement, après l'élection,
pour les élections législatives. Dans le bon score du RN aux européennes, il n'y aurait pas un peu de sentiment anti-européen, marre de l'Europe, tout ça? Si, 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 c'est un des déterminants du vote. Quand on regarde les déterminants principaux du vote RN, là aux européennes, ça a été immigration, immigration insécurité, parce que les deux sont liés dans la logique du RN, et pouvoir d'achat. C'est ça les principaux moteurs du vote RN. Question, t'as vu que d'après le décret, pas de nouvelles inscriptions possibles. Les non ou mal inscrits pourront rien faire s'ils se mobilisent contre ce qui se passe. C'est possible, j'ai pas vu effectivement, j'ai pas lu le décret, mais apparemment, si tu le dis, oui, il y aura pas de nouvelles inscriptions sur les listes électorales. Si vous avez voté dimanche dernier, vous êtes sur les listes électorales. Vous avez qu'à retourner dans votre bureau de vote. Vous inquiétez pas, vous êtes sur les listes électorales si vous avez voté dimanche dernier. Si vous n'avez pas voté, c'est trop tard, effectivement. Est-ce qu'on peut considérer que pour la gauche, faire le même résultat qu'aux législatives 2022 serait une victoire? Non. Enfin, ce serait pas une victoire, ce serait pas une défaite non plus, mais ce serait un statu quo, alors que le but du jeu, c'est tel qu'il a été exprimé, en tout cas ce matin dans la matinale d'Inter par François Ruffin et Olivier Faure, le but du jeu, c'est de gouverner. Là, ils ont pas l'air d'être prêts à le faire. Ceux qui n'ont pas voté aux européennes sont interdits d'élections législatives. C'est scandaleux. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Ah non, 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 non. Si vous n'avez pas voté aux élections européennes, vous pouvez aller voter aux législatives. Hein. La question, c'est l'inscription sur les listes. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes, si vous vous en êtes pas préoccupé à temps, c'est trop tard. Et si vous êtes inscrit sur les listes, vous allez voter aux législatives, il n'y a aucun problème. C'est un peu scandaleux quand même. Hein. Bah, oui et non, enfin, on peut pas rééditer des listes électorales là en 3 semaines. Hein. Ça me paraît pas délirant. Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un blocage de l'Assemblée nationale avec aucune véritable majorité qui se dégage du vote? C'est un des scénarios possibles. Moi, c'est un des scénarios que je garde en tête, ouais. Le possible blocage institutionnel, une impossibilité de former un gouvernement, une impossibilité de trouver une majorité, de former une coalition. Et c'est la question qu'on posait hier. Est-ce que vous pensez que si la gauche a une majorité relative à l'Assemblée nationale, elle sera prête à faire une alliance avec les macronistes pour avoir une majorité absolue avec eux? C'est pas sûr. Et ça, la question se pose dans l'autre sens. Est-ce que les macronistes accepteront de faire une coalition avec la gauche? C'est pas sûr. Sur certains sujets. À ce moment-là, c'est la gauche qui se retrouvera dans la même position qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une majorité relative, et obligée de faire des coalitions au cas par cas. Vous avez vu ce que ça a donné.
Euh, Même si le RN obtient une très faible majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre sera donc forcément RN. Oui. Oui, oui, oui. Ce sera Jordan Bardella, puisque le RN l'a annoncé. Il se passe quoi s'ils n'arrivent pas à se remettre d'accord pour un gouvernement? On revote? Non, on revote pas avant un an. Donc ils sont obligés de se démerder pour trouver une coalition, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement fantoche, qui peut pas vraiment mener de réforme, parce qu'il n'y a pas de majorité pour les soutenir, donc qui gère les affaires courantes. On devient la Belgique, quoi. Est-ce que Bardella peut être Premier ministre et député européen en même temps? Oui, enfin, il siégera pas au Parlement européen. Je sais pas si c'est déjà arrivé, je crois pas. Non, c'est jamais arrivé. Peut-être qu'il sera obligé de démissionner de son mandat de député européen. Je pense que c'est ce qu'il fera. Mais ça changera pas grand-chose. Oui, effectivement, ça changera rien, qu'il siège ou pas. De toute façon, Bardella, il est rarement présent à Strasbourg, donc... Qu'est-ce que tu penses de la stratégie qui consiste à dire que le RN à Matignon, c'est mieux que le RN à la présidence en 2027? Qui a dit qu'on avait le choix? À quel moment ça se présente de cette manière-là? Ça se présente pas de cette manière. C'est un faux dilemme. C'est pas au choix. Enfin, je veux dire, en réfléchissant comme ça, on va se retrouver à avoir les deux, en fait. Matignon plus l'Elysée, au RN. Donc non. Non, c'est sans moi, sur ce coup-là. Pourquoi ils ont le droit de privatiser les médias publics, comme le dit Sébastien Chenu? Si le Rassemblement national est majoritaire à l'Assemblée nationale, il gouverne ce pays. Il vote des lois. Des lois Rassemblement national. Ils pourront voter une loi de privatisation de l'audiovisuel public. Ils auront parfaitement le droit de le faire. C'est ça que ça veut dire avoir le pouvoir. Avoir une majorité à l'Assemblée. C'est diriger le pays, c'est gouverner le pays, c'est voter des lois, c'est mettre en œuvre une politique. Le Sénat ne peut-il pas bloquer une loi? Pas ce type de loi-là. Le Sénat peut bloquer les lois organiques. Il n'y en a pas beaucoup des lois organiques, puis on les vote pas tous les 4 matins. Il peut voter, il peut bloquer les réformes de la Constitution, mais il peut pas bloquer une loi de privatisation. Il y en a déjà eu dans ce pays, hein, des lois de privatisation par le passé. C'est même le premier truc qu'avait fait Chirac, quand il est arrivé à Matignon, nommé par François Mitterrand, qui avait bien les boules. Première loi, loi de privatisation. C'était des lois qui annulaient les nationalisations. Bon, bref. Est-ce que tu penses que les carottes sont cuites pour empêcher l'extrême droite d'arriver à Matignon? Ah non, absolument pas. Les carottes sont pas cuites du tout, il y a des élections le 30 juin prochain, et tout peut changer. Mais vraiment, tout peut changer. Ça dépend de la mobilisation des électeurs, ça dépend des votes, ça dépend des circonscriptions, ça dépend des majorités. Qu'en est-il de la niche parlementaire Lyotte, reportée ou annulée? Annulée.
L'Assemblée nationale est dissoute, les amis. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Les députés vont faire leur carton dans les prochaines 48 heures. Que penses-tu de la démission de Macron suite à la non-légitimité législative pour ensuite se présenter en 2027 pour demander à nouveau? C'est faux. C'est faux, c'est une légende urbaine qui circule sur Internet. Est-ce que tu as compris pourquoi Macron a fait ça? Non. Moi, je considère que Macron n'avait pas à le faire. Il n'avait pas besoin de le faire, c'était pas une nécessité absolue. Il pouvait très bien continuer à gouverner comme il le faisait avec une majorité relative. Qu'est-ce que tu appelles les lois organiques? Les lois organiques, ce sont les lois qui précisent les modalités d'application de la Constitution. C'est des lois organisationnelles, institutionnelles. Il n'y a plus de députés entre maintenant et le 7 juillet. Alors je sais pas à quelle date leur mandat a pris fin, mais je crois que c'est à date de la publication du décret de dissolution. Donc je crois que c'est à la date d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, elle est en vacances, comme on dit, une vacance de l'Assemblée nationale. Et une nouvelle Assemblée nationale sera élue le 7 juillet prochain, par vous. Dès que la dissolution est prononcée, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. En gros, seule la présidence décide de tout, non? Ah non, 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 non. Le président de la République n'a pas le pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui a le pouvoir législatif. Quand il n'y a pas d'Assemblée, il n'y a juste pas de lois qui sont votées. Que deviennent les réformes en cours? Elles sont toutes suspendues. Toutes les textes de loi qui devaient être votés, comme le texte de loi sur la fin de vie, sont ajournés. Et ils ne seront repris que si la future Assemblée nationale le décide. Mais... Ah non, c'est terminé, hein. Les réformes sont suspendues. Les réformes législatives. Le gouvernement continue à gouverner, enfin il continue à gérer les affaires courantes et tout. S'il y a une majorité absolue au premier tour pour une circo, le mandat du député commence immédiatement ou on attend quand même le deuxième tour? On attend quand même le deuxième tour. Mais tu as raison de rappeler qu'il n'y a pas forcément deux tours aux législatives. Si un candidat est élu dès le premier tour, on n'organise pas de second tour. Si vous avez une majorité des suffrages dès le premier tour, bah vous êtes élu député. On n'attend pas de faire un deuxième tour, il n'y a pas besoin de faire un deuxième tour, vous avez une majorité des suffrages, le peuple s'est prononcé. Le gouvernement ne pourra plus que gouverner par ordonnance jusqu'au 7. Non, il ne peut pas faire d'ordonnance. Une ordonnance, ça nécessite une loi d'habilitation. Pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un vote de l'Assemblée. Hop, il n'y a plus d'Assemblée, elle est dissoute. Donc il n'y a pas d'ordonnance. Non, non. Que devient Macron s'il n'a plus de majorité? Quel pouvoir lui reste-t-il? Il a le pouvoir d'inaugurer les chrysanthèmes, comme disait le général de Gaulle. Non, il a le pouvoir de rien du tout. Il représente la France à l'étranger, donc il a un pouvoir diplomatique, il a un pouvoir de nomination. Mais du reste, il ne peut plus impulser de loi. Il ne peut plus impulser de réforme, il ne peut plus mettre en place une politique. Un président de la République en cohabitation, on se fait chier, hein. Il n'a plus le pouvoir. Ça devient un peu un président de la République à l'allemande, tu vois.
Connaissez le nom du chef d'État allemand? Non, parce que personne ne le connaît, tout le monde s'en branle. Tout le monde connaît le chancelier allemand, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Président, tout le monde s'en branle. Et bah c'est exactement pareil dans la 5ème République en cohabitation. Président, on s'en fout un peu. Celui qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre. Le Sénat peut-il être dissous? Non, le Sénat ne peut pas être dissous. Pas de dissolution du Sénat. Le Sénat assure la permanence parlementaire. Est-ce que tu sais ce qui se passe pour les décisions en Nouvelle-Calédonie? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où en est le dossier législatif sur la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a le projet de loi sur le dégel du corps électoral. Je sais pas où ça en est, j'en sais rien. Enfin bon, si le RN arrive au pouvoir, je vous laisse imaginer. C'est trop plaisant comment tu maîtrises le sujet. Merci, c'est gentil. N'hésitez pas à vous abonner, hein. N'hésitez jamais à vous abonner. Comme ça, hop là. C'est très rapide, ça va très vite. Et ça peut faire des miracles. C'est comme le vote. Et pouf. Merci beaucoup pour les subs offerts. Merci beaucoup. Quelle différence avec le Sénat? De quoi? Quelle différence avec le Sénat? Merci pour les subs offerts. Putain, t'en as offert plein, Melclem. Merci, Melclem. Merci, Momos aussi, qu'on a offert. Les différences entre Sénat et Assemblée. L'Assemblée nationale représente le peuple par le suffrage universel direct. Donc vous allez voter le 30 juin prochain pour élire vos députés. Donc, donc ils ont la légitimité populaire directe. Ils sont le support de la souveraineté nationale. Le Sénat, lui, a l'assentiment du suffrage universel, mais de manière indirecte, par les élections des délégués, des grands électeurs, que sont les élus locaux, les maires notamment de petites communes. C'est eux qui élisent des sénateurs. Le Sénat représente donc les territoires. Et le Sénat et l'Assemblée travaillent main dans la main pour écrire les lois, les voter, mais l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot contre le Sénat, dans la majorité des cas. On donne où pour Baxit? Point d'exclamation kiss kiss dans le chat. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez faire un don pour faire monter la jauge qui est ici et pour nous permettre de faire plus d'émissions Baxit. On aimerait bien faire une émission. Pour vous redire, on avait prévu de finir la saison ce jeudi-là. On n'a plus d'argent pour continuer à produire des épisodes. Mais on aimerait bien faire des épisodes supplémentaires pour couvrir la période des législatives, évidemment. Donc faire des émissions vers la fin du mois et le début du mois prochain. Faire 2 émissions en l'occurrence. Mais pour ça, on a besoin de les financer, ces émissions. Elles n'étaient pas prévues au budget initial. Donc on a besoin de 15 000 € par épisode. Donc 30 000 € au total. Voilà, donc si on réussit à récolter 30 000 € d'ici à l'émission, on pourra faire l'émission. Mais si on n'y arrive pas, on ne pourra pas. Voilà, là vous êtes 11 400. Si chacun donne 2 €, on fait déjà une émission. Si vous donnez 4 €, on fait 2 émissions et on est content. Si le RN a 260-270 députés et donc rate de peu la majorité absolue, que se passe-t-il? Eh bien à ce moment-là, le RN va essayer de faire une coalition. Ils vont aller voir les autres groupes politiques à l'Assemblée, en tout cas les plus proches d'eux, et leur proposer de faire une alliance. A priori, ils vont voir les Républicains. En imaginant que les Républicains réussissent à sauver les meubles et avoir quelques dizaines de députés, ils vont essayer d'aller les voir et de leur dire, voilà, on vous propose des postes au gouvernement, on vous propose de travailler avec nous à un projet de gouvernement, de réforme à mener, etc. Ils vont négocier. Et puis ils feront peut-être une coalition, ou peut-être pas. Je ne sais pas.
Ça m'étonnerait que le RN réussisse là où Macron a échoué. Je- Faut voir, hein. Tout peut être surprenant. Il y a quand même 2-3 gaullistes chez les Républicains qui voudront pas faire alliance avec le RN. Et s'il n'y a pas de coalition, il se passe quoi? Il se passe que le président de la République peut toujours nommer un Premier ministre RN, sauf qu'il n'aura pas de majorité, ce qui veut dire qu'il ne peut pas demander la confiance, ce qui veut dire qu'il risque de se bouffer une motion de censure dans les dents très rapidement. Et cette motion de censure-là, elle risque d'être majoritaire. Donc on aura l'air bien con. Copé a qualifié un mec RN de nazi hier soir à la télévision. Quelqu'un qui dit les termes. Jean-François Copé qui revient dans vos postes de télévision. Putain, je suis sûr que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu Jean-François Copé. Tous les jours à la téloche. Putain, tous les jours. Ah, j'ai grandi avec Copé à la télévision. Bah voilà, bah Copé qui traite de nazis les mecs du RN. Voilà. Ça, c'est ma droite. Ah, la droite héritière de la résistance. La droite gaulliste, quoi. La Coco. Ah putain, je vois qu'il y en a qui ont connu les grands soirs. C'est Copé qui gifle des enfants aussi. Non, tu confonds avec François Bayrou. Une autre légende du petit écran. Copé, c'était le pain au chocolat, ouais. Oh putain. Je suis de gauche de base, j'essaye honnêtement de comprendre les votes de droite. Pourquoi est-ce qu'on vote à droite? Est-ce qu'un bon vote pourrait vraiment relever la France ou une illusion? Tu sais, les gens ont d'autres raisons que les tiennes, hein. Faut pas chercher à les comprendre dans ton référentiel à toi, tu les comprendront pas. Si t'es matérialiste, par exemple, tu comprendras pas un idéaliste qui raisonne pas de la même manière. Bah voilà. Les gens du camp d'en face n'ont pas les mêmes opinions que les tiennes, et ils ont même d'autres manières d'envisager les choses. C'est vrai que ça peut paraître être du japonais parfois. C'est quoi la différence entre le RN et Reconquête? La différence est très ténue entre le RN et Reconquête. La différence, c'est essentiellement Éric Zemmour, qui déteste Marine Le Pen, qui l'a même traité de femme de gauche, ce qui dans sa bouche est une insulte, hein. Croyez-le bien. Ouais, Reconquête sont plus libéraux, ouais. Ouais, ils sont plus libéraux économiquement. Parce que socialement, Reconquête, ils sont au moins aussi vénères que le RN. C'est quoi les raisons de Marion Maréchal pour rejoindre Zemmour? La vraie raison de Marion Maréchal pour rejoindre Éric Zemmour en 2021, c'était qu'elle était convaincue qu'Éric Zemmour allait plier le game et écraser Marine Le Pen. Ce que certains sondages laissaient entendre. Sauf que la suite de l'histoire, vous la connaissez. Les gens de Reconquête, les gens du RN qui ont quitté le RN pour rejoindre Reconquête se sont mordus les dents de regret quand ils ont vu le score minable
d'Éric Zemmour comparé à celui de Marine Le Pen. Question, est-il encore possible de s'inscrire sur les listes électorales? Alors d'après les informations que j'ai, non. C'est trop tard. Pas de nouvelle inscription. C'est vrai que c'était lunaire cette Z-Mania. Ouais, vous vous souvenez de la Z-Mania? C'était à l'été 2021. À l'été 2021, c'était la folie. Toutes les chaînes d'infos en continu étaient en boucle sur Éric Zemmour. Éric Zemmour qui se promène, Éric Zemmour qui prend le soleil, Éric Zemmour qui mange une glace, Éric Zemmour qui serre des mains. Oh. Pourquoi pas de nouvelles inscriptions? Parce qu'on n'aura pas le temps d'éditer de nouvelles listes électorales d'ici 3 semaines. Donc le décret de convocation des électeurs a choisi de maintenir les listes électorales, celles qui ont été utilisées le week-end dernier pour les européennes. Quand je dis week-end dernier, c'était hier. On peut encore s'inscrire aujourd'hui, dernier délai. Ah, c'est aujourd'hui le dernier délai? Alors peut-être que je vous ai dit une connerie et qu'il vous reste encore quelques heures pour vous inscrire. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Ne vous fiez pas à ce que je dis. Allez vérifier sur Google, allez vérifier sur les sites officiels. Je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Je préfère éviter de dire des conneries. C'est statué à 100%? Je sais pas. Je ne sais pas. Quel probo que la gauche s'unisse, tu penses? Moi, je pense que la gauche va s'unir. Je pense que la gauche va s'unir, va créer une nouvelle union populaire, une nouvelle front populaire. Je sais pas comment ils vont l'appeler, j'en sais rien, je m'en fous. Je pense que la gauche va s'unir. Ils l'ont déjà fait en 2022, alors que le péril était moins important qu'aujourd'hui. Voilà. Ils vont renégocier, ils vont rediscuter quelques points du programme. Ils vont se mettre d'accord sur des noms dans les circonscriptions. Ils l'ont déjà fait, ils vont le refaire. Et voilà. Est-ce que cette union sera suffisante pour gagner une majorité aux élections législatives? J'en sais rien. Je sais pas, ça va dépendre beaucoup de qui ils mettent en tête de gondole pour devenir Premier ministre. Est-ce que c'est François Ruffin? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Ça va dépendre de tout ça. Peut-on changer de ville électorale ou c'est considéré comme une nouvelle inscription? Je crois que c'est considéré comme une nouvelle inscription. Bonjour, je m'excuse si je suis hors sujet, je suis néophyte total en politique. Il n'y a aucun problème, t'inquiète, t'es le bienvenu. Je m'excuse si ma question est bête, elle est pas bête. Si j'ai bien compris, les deux coalitions d'extrême droite ont eu 130 sièges. Oui, les deux groupes ont eu 130 sièges au total. Dans ces conditions, l'Europe peut-elle fonctionnalité dans la mesure où les partis ne veulent pas vraiment de l'Europe? Alors, c'est pas tant que ces partis veulent pas vraiment de l'Europe, ils sont quand même prêts à mener des politiques européennes. Des politiques qui vont pas dans le sens de ce que les pro-européens estiment être l'intérêt supérieur de l'Europe, mais ils ont quand même des politiques à mener en matière de sécurité, d'immigration, etc. Est-ce que l'Europe peut fonctionner? Oui, l'Europe peut fonctionner. Le parti majoritaire au Parlement européen, c'est le PPE. C'est le Parti populaire européen. C'est la droite. C'est la droite classique, traditionnelle, usuelle. C'est l'équivalent des républicains en France. En France, les républicains ont fait un faible score, aux alentours de 8%, 7%, je sais plus. En Europe, au global, la droite s'en sort très bien. C'est eux les grands gagnants de des élections européennes. Donc, s'ils font des alliances de coalition avec les sociodémocrates, avec les centristes, de Renew, peut-être avec une partie de l'extrême droite, il y a peu de chance, mais peut-être, c'est le PPE qui a la main,
Et c'est pour ça qu'Ursula von der Leyen est à nouveau candidate à sa succession. Ursula von der Leyen qui est issue du PPE, qui vient de la CDU allemande. Est-ce que c'est vrai que les extrêmes droites discutent actuellement pour s'allier? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que... Alors ça dépend si tu parles au niveau européen ou au niveau français. Au niveau européen, ça m'étonnerait parce qu'ils se détestent, les deux extrêmes droites, puis ils sont pas du tout d'accord sur plein de sujets. Au niveau français, c'est vrai par contre que Reconquête, Marion Maréchal a été accueillie cet après-midi par Jordan Bardella et Marine Le Pen au siège du Rassemblement National pour négocier. PPE, EPP, c'est la même chose? Oui. PPE c'est en français, EPP c'est en anglais. Est-ce que cette claque aux européennes n'est pas aussi en partie due au fait que les partis ont envoyé des seconds couteaux et que celui de Le Pen était plus connu que les autres? Ah non, c'est pas vrai. Ah non, non, c'est pas vrai. Jordan Bardella, il était sortant, il était déjà tête de liste en 2019, mais Manon Aubry aussi, Raphaël Enthoven aussi. Non, Glucksmann. Qu'est-ce que je raconte? Raphaël Glucksmann aussi. François-Xavier Bellamy aussi. Donc non, c'est pas vrai. Bardella était pas plus connu que Aubry. Par contre, Bardella a eu une meilleure couverture médiatique. Ça, c'est vrai. Les médias en ont plus fait des caisses sur Bardella que sur les autres. Bardella est chef de parti en plus. C'est vrai, t'as raison. Oh, Raphaël Glucksmann aussi. Enfin bon, il est chef d'un parti dont tout le monde se branle, mais il est chef d'un parti. Je suis méchant. Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales? Je ne sais pas, ça dépend de ta mairie. C'est pas sur un chat Twitch que tu auras la réponse à cette question. Je comprends pas pourquoi le PS et Place Publique ne fusionnent pas. Parce que Place Publique ne se présente qu'aux élections européennes. Le Parti Socialiste, il se présente à d'autres élections. Ils ont des élus régionaux, ils ont des élus départementaux, des élus municipaux. Ils ont des élus à l'Assemblée nationale. Place Publique n'a pas d'élus à l'Assemblée nationale. Donc non, c'est pas... Non, 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 ils ont pas à fusionner. Hein. Pourquoi c'est tabou de demander à quelqu'un pour qui il a voté? Parce que le vote est secret en France. Ça relève du choix personnel. Et quelqu'un peut préférer ne pas le partager. Et c'est son droit absolu. Sauf si cette personne est candidate à un poste auquel cas on peut légitimement lui demander pour qui il ou elle a voté. Peut-on parler d'une surreprésentation de l'extrême droite à la télévision lorsque le pourcentage de temps d'antenne passait d'environ leur score? Du coup, c'est la poule ou l'œuf. Oui, oui, on peut parler d'une surreprésentation de l'extrême droite à la télévision. C'est pas faux de le dire. C'est pas un peu dégueulasse d'avoir mis un délai minimal pour les élections pour que personne ait le temps de faire campagne? Bah, vous savez, la Constitution prévoit que les élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours.
40 jours, ça nous aurait pas donné beaucoup plus de temps pour faire campagne. Donc bon, c'est pas... J'allais dire c'est pas Macron qui a choisi. Si, Macron a choisi, entre la fourchette basse et la fourchette haute, il a pris la fourchette basse. On peut lui reprocher, effectivement. C'est quoi Place Publique? C'est un parti politique présidé par Glucksmann. Est-ce qu'une majorité relative de gauche est possible? Vous savez, les amis, c'est des élections. Hein. Si vous me demandez ce qui est possible, tout est possible. Ce qui est probable, ça peut être plus compliqué, mais tout est possible. Pourquoi est-ce que la gauche ferait des meilleurs scores aujourd'hui que ce qu'elle a fait en 2022? Pourquoi? Regardez les scores qui ont été faits aux européennes. C'est la dernière élection qui a eu lieu. Il y a un électeur sur deux s'est déplacé, on a vu leur vote. Bon. Déjà, il faut imaginer que plus d'électeurs se déplacent aux législatives. Compte tenu du peu de temps, du manque d'informations, etc. Bon. Pas sûr qu'il y ait plus d'électeurs qui se déplacent dans 20 jours que ceux qui sont déplacés hier. Et ensuite, pourquoi ces électeurs se prononceraient différemment de ceux qui sont prononcés dimanche dernier? Pourquoi les gens changeraient d'avis entre dimanche dernier et le 30 juin? Les gens de gauche vont rester de gauche, les gens de droite vont rester de droite, les gens d'extrême droite vont rester d'extrême droite. Les gens d'extrême droite sont d'autant plus mobilisés qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner. Ça, alors là, le Rassemblement national va faire le plein d'électeurs aux législatives, là. Ils ont moyen d'arriver au pouvoir. T'inquiète que les mecs qui vont mettre leur réveil à 8h du mat, ils sont trop chauds. Ils ont trop envie de gagner, c'est normal. Tout camp qui est à 2 doigts de la victoire a recours à ça, c'est normal. T'as un boost. En face aussi, il y a un boost de barrage, où des gens ne voulant pas le RN au pouvoir vont peut-être mettre leur réveil en se disant « faut absolument que j'aille voter pour éviter que le RN arrive au pouvoir ». Donc, ça va dans les deux sens, ça marche pour les deux. Est-ce que cette dissolution explique pourquoi Attal a accepté de débattre avec Bardella et du coup pourquoi Macron poussait? Non, je vois pas à quoi tu fais référence, je comprends pas. Donc tout ça pour dire que si la gauche veut être majoritaire au Parlement, va falloir qu'elle trouve des réserves de voix spectaculaires. Quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, il est convaincu qu'il va pouvoir les trouver chez les abstentionnistes, peut-être. Dans la mobilisation des quartiers populaires, dans la mobilisation essentiellement des quartiers populaires, d'ailleurs, c'est surtout là-dessus qu'il appuie. Peut-être. François Ruffin, lui, il dit que les réserves de voix sont chez les abstentionnistes des anciens bassins miniers, et pas seulement miniers, industriels, etc., de ces gens qui ont subi la mondialisation et les délocalisations. Peut-être. Il a sans doute raison. Dans les zones rurales aussi. Sans doute. Maintenant, il va falloir m'expliquer pourquoi une personne qui n'a pas voté à gauche hier va voter à gauche le 30 juin. Pour faire barrage? Ouais. C'est une des possibilités. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le barrage à l'extrême droite marche de moins en moins. Au cours des 2 dernières décennies, on est en net recul là-dessus. Les gens se déplacent moins.
pour faire barrage. Parce que l'extrême droite fait moins peur qu'avant. Et parce que beaucoup d'électeurs ont été déçus par les gens pour qui ils ont voté pour faire barrage. Donc au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol, ils le font plus. Donc, quand vous me dites votre barrage, j'ai envie d'y croire, mais quand même beaucoup de gens qui vont rester chez eux. Hein. L'enjeu du 30 juin est complètement différent. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour motiver des abstentionnistes à aller voter? Des abstentionnistes qui sont en rupture de banc, qui ne veulent plus entendre parler des élections, qui en ont ras-le-bol, qui détestent la classe politique, qui sont saoulés, qui sont contre tout le monde, qui n'aiment personne. Enfin, vous les connaissez comme moi, ces abstentionnistes, on discute avec eux. Hein. Des personnes qui sont en rupture avec la politique, c'est pas seulement qu'ils sont en désintérêt. Hum. Est-ce qu'on peut cumuler un poste d'eurodéputé avec un poste dans l'exécutif ou pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que certains partis de gauche n'ont pas galvaudé les termes de facho, etc. en identifiant les macronistes au RN sur certaines questions? Peut-être, oui, c'est possible. Mais c'est du point de vue de qui? Oui, il y a peut-être des électeurs que ça gonfle. Est-ce que si l'extrême droite devient majoritaire, ça va remettre en cause ta politique sur Backseat de ne pas inviter ce genre de parti? Non. Le RN peut bien faire 90% des voix, 100% des voix, j'en ai rien à foutre, je les inviterai pas. C'est pas une question de poids politique, hein. Hmm. La loi immigration de Macron était proche du programme du RN quand même. Oui, ça fait partie des exemples de déception pour les gens qui ont voté Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça fait partie des exemples qui sont donnés. Au-delà de plus vouloir faire barrage, il y a aussi de plus en plus de personnes qui adhèrent aux idées du RN, c'est vrai. Sommes-nous encore suffisamment nombreux pour faire barrage? C'est un exercice de fiction, mais si tu regardes en France, il y a plus de gens contre le RN que de gens pour le RN. Et une fois que j'ai dit ça, la question c'est qui va voter? Les gens qui votent RN vont voter le 30 juin prochain. Ils en meurent d'envie. C'est vrai pour tous les partis. Exactement, c'est vrai pour tous les partis. Les gens vont voter pour quelqu'un maintenant, pas contre. Ça dépend à quel scrutin, et ça dépend à quel tour de scrutin. Ça dépend, hein. Je te garantis qu'il y a plein de gens qui ont voté Macron au second tour face à Le Pen, pas pour soutenir Macron, mais contre Le Pen. Hmm. Ça s'appelle le vote utile, bienvenue en démocratiote.
C'est pas de la démocratiote, hein. Le vote utile fait partie, les stratégies électorales ont toujours fait partie des déterminants du vote. On vote par conviction et par stratégie. Et parfois, il faut négocier avec soi-même sur le vote à faire. Salut Jean, penses-tu que la gauche a une chance aux législatives? Je ne sais pas. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais pourquoi il y a 2 tours aux législatives? Parce que les règles du scrutin sont faites de telle manière que si aucun des candidats du premier tour ne réussit à réunir une majorité absolue de bulletins, alors on organise un deuxième tour, auquel ne peuvent se qualifier que les candidats qui ont réuni plus de 12,5% des inscrits au premier tour. Donc on peut avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 mais c'est rarissime. Et au second tour, c'est winner takes it all. Celui qui arrive en tête remporte la mise. C'est quoi la différence entre le premier et le second tour pour les élections législatives? Bah, je viens de t'expliquer. C'est un peu comme une mini présidentielle au niveau de votre circonscription, avec des règles un tout petit peu différentes. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Crois-tu à une coalition de la gauche? Oui, oui, oui. Oui, oui, moi j'en suis persuadé hein, que la gauche va réussir à se mettre d'accord dans les prochains jours, là. Pourquoi on cherche à avoir un premier alors que après les sièges sont répartis en pourcentage? Non, les sièges sont pas répartis en pourcentage. Justement. Les élections législatives en France, c'est un scrutin majoritaire par circonscription. C'est pas un scrutin proportionnel. Donc c'est pas au pourcentage qu'on répartit les sièges. C'est au nombre de députés. Les députés sont élus par circonscription. Est-ce qu'on doit oublier les 21% de Mélenchon à la présidentielle? Non, ça fait partie des bases de discussion. Il y a aussi les bases du scrutin européen, des élections européennes d'hier. Ça aussi, c'est une base de discussion. Et en ce moment, les partis de gauche sont en train de négocier autour de ces bases-là, autour de ces rapports de force électoraux. C'est proportionnel à la population de chaque circonscription. Non. Non, non. Chaque siège de député, c'est une élection. Voilà. Chaque député est issu d'une élection qu'il a remportée dans sa circonscription. Euh... Tu penses que Glucksmann a absorbé tant de votes macronistes que ça? Alors, il y avait une étude qui a été publiée pendant la campagne qui montrait que Glucksmann, il réussissait à grappiller autant d'électeurs à Macron qu'à Mélenchon. Pas aux écolos? Si, si, aussi. Aussi sans doute aux écolos, mais les écolos, il y avait moins d'électeurs. Donc bon.
Un ami me soutient que les députés européens ne servent à rien et n'ont aucun pouvoir. Comment les convaincre du contraire? Oh frère, j'ai fait des émissions toute l'année sur l'Europe. Regarde les archives de Backseat, regarde toutes les émissions que j'ai faites pour parler du Parlement européen. T'as pas l'air en forme. Non, je suis malade, j'ai chopé la crève. Euh, D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 20h, ouais. Il est 20h, je vais m'arrêter là, les amis. Je vais m'arrêter là, les amis. J'ai l'impression de plus avoir grand-chose de neuf à vous dire. Je vais vous envoyer en raid chez l'ami Clément Viktorovitch, que vous saluerez bien bas de ma part. Hop. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez faire des dons sur KissKissBankBank pour soutenir Backseat, ce qui nous permettra de vous faire des élections pendant des émissions pendant les élections législatives. On avait prévu de faire la dernière émission ce jeudi, mais on voudrait en faire 2 nouvelles. Donc il faut qu'on réunisse 30 000 € en plus pour vous faire des émissions Backseat spéciales élections législatives. Merci à vous d'avoir été là, les amis. Passez une bonne soirée en compagnie de Clément Viktorovitch et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Et ce soir, on commence déjà à y voir un peu plus clair. Donc,